Voilà 30 ans que l'Afghanistan est en guerre. Tous les records de longévité dans la belligérance semblent battus, donc que peut-il se passer maintenant pour ce pays? Rappelons, comme toujours, d'abord quelques fondamentaux. L'Afghanistan est là, ni tout à fait au Moyen-Orient, ni tout à fait en Asie centrale, ni vraiment dans le sous-continent indien. Il est plutôt au carrefour de ces ensembles géopolitiques. C'est un pays de 650 000 km², peuplé par 30 millions de personnes. C'est un pays de désert et de montagnes, d'agriculture et d'élevage, avec l'un des plus faibles revenus par habitant et l'un des plus mauvais rangs en termes d'indice de développement humain. Voilà 30 ans que ce pays est plongé dans la guerre et l'on peut repérer 5 phases distinctes de cette guerre. Une guerre civile entre 1978 et fin 1979, lorsque les Afghans prennent les armes contre la brutalité et la stupidité du Parti communiste afghan. Une guerre contre l'armée soviétique qui occupe le pays entre 1980 et 1989. La guerre entre factions afghanes entre 91 et 96, année où les talibans arrivent au pouvoir, pour le perdre en novembre 2001. Après les attentats du 11 septembre, ils en sont chassés par la coalition qui s'est formée autour des Américains, qui cherchent dans ce pays les terroristes d'Al-Qaïda. Alors quelle est la situation aujourd'hui? Celle d'une guerre anti-insurrectionnelle, comme une 5e phase, conduite par l'ISAF, c'est-à-dire la force multinationale de l'OTAN, puisque au fil des années, la guérilla des talibans remporte des succès militaires, mais aussi politiques. La situation actuelle, on peut la comprendre en regardant 6 cartes du pays et de sa région. D'abord la carte des ethnies qui peuplent le pays. Au centre, les Hazaras chiites, au nord, les Tadjiks et les peuples turcophones, ouzbeks, turkmènes. Au sud, un peuple nommé Pashtun en Afghanistan et Pathan au Pakistan, qui vit de part et d'autre de la frontière entre ces deux pays. Ces tribus d'éleveurs et d'agriculteurs furent séparées par les Britanniques en 2 entités politiques distinctes lors du tracé de la frontière, dite ligne Mortimer-Durand, en 1893. C'est de cette région et depuis les zones tribales du Pakistan que les mouvements talibans et leurs alliés d'Al-Qaïda lancent des opérations de guérilla contre les forces de l'OTAN. Quels sont ces mouvements? Une deuxième carte nous montre les bases territoriales des mouvements insurgés dans le pays, divisés entre les mouvements talibans, eux-mêmes une nébuleuse de tribus pashtunes, les mouvements liés à Al-Qaïda, proches de la frontière pakistanaise, ou au Pakistan même, dans les zones tribales, les mouvements se réclamant du commandant Haqqani et ceux de Hekmatyar, tous deux déjà chefs de guerre du temps des soviétiques, et enfin les zones d'insécurité multiples, toute influence confondue, y compris la criminalité organisée, liée aussi au commerce des armes et au commerce de la drogue. Troisième carte, justement, celle des circuits de la drogue. En 2007, à lui seul, l'Afghanistan représente 93% de la production mondiale d'opium. On repère d'abord les lieux de production et de transformation. Lorsque l'on recoupe avec la carte précédente, on voit que la culture du pavot est massive dans les zones contrôlées par les talibans. C'est là une source de revenus pour soutenir l'effort militaire de la guérilla contre la coalition. L'ISAF a d'ailleurs demandé la destruction des champs dans les zones sous contrôle taliban, ce que le gouvernement afghan a refusé, la culture du pavot étant aussi une source de revenus pour les paysans. Il est plus rentable de mettre en culture le peu de terres arables disponibles avec du pavot plutôt qu'avec des céréales. On remarque aussi les points de passage des trafics. Les frontières sont poreuses, impossibles à contrôler car passant au milieu des déserts et des montagnes. Si la province de l'Helmand est connue comme centre traditionnel de production du pavot, les principales zones de production recoupent en partie les zones où la situation sécuritaire a empiré. C'est ce que révèle maintenant cette 4e carte, localisant les attaques entraînant des morts de civils afghans, de militaires de la coalition ou des attaquants talibans ou Al-Qaïda. Donc, le constat est simple. 8 ans après la chute du régime des talibans, le terrorisme et la guérilla gagnent du terrain en Afghanistan. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, le Pakistan voisin ne parvient pas à contrôler les services pakistanais qui soutiennent les mouvements islamistes.
Or, le gouvernement pakistanais affiche en même temps une posture de lutte antiterroriste. La coalition s'est concentrée sur le volet militaire et insuffisamment sur le volet de la reconstruction du pays. On a d'ailleurs envie de dire la construction du pays. Il y a une très mauvaise image de marque de la coalition occidentale et des sociétés militaires privées présentes dans le pays. Les opérations militaires et les bombardements touchent très souvent des civils qui se souviennent qu'ils étaient en paix du temps des talibans. Les missions aériennes d'ailleurs sont de plus en plus nombreuses. En 2005, il y a eu 176 missions aériennes de proximité et de soutien à l'action terrestre. En 2007, le chiffre est passé à 3752. Maintenant, regardons comment est organisé l'ISAF, c'est-à-dire les forces de la coalition. En 2006, l'ISAF comptait 62 000 hommes, américains, canadiens, européens. Et après l'envoi des renforts américains, soit 21 000 hommes, le nombre total sera de 83 000 soldats fin 2009. Le pays est divisé en 5 grandes régions militaires, chacune sous le commandement d'un pays de la coalition qui réunit en tout 42 nations. La France, pour la région élargie de Kaboul, les États-Unis, pour le sud-est, c'est-à-dire la région frontalière avec le Pakistan, par où passent toutes les infiltrations. Les Pays-Bas ont le commandement du sud du pays, aidés par les Britanniques et les Canadiens. L'Italie est à l'ouest du pays, sur la frontière avec l'Iran. Le nord-est est contrôlé par les troupes allemandes. La nouvelle stratégie mise au point par l'administration démocrate est appliquée par le général Petraeus, qui était auparavant en Irak, et qui consiste à ce que, d'abord, les 21 000 soldats américains supplémentaires, arrivant en 2009, seront là moins pour des opérations de combat que pour des missions de protection de la population afghane. Deuxièmement, il est prévu de renforcer et entraîner les effectifs de la police et de l'armée afghane avec un objectif de 400 000 hommes pour les forces de sécurité afghanes, soit plus du triple des forces initialement prévues par les États-Unis en 2002. Un tel programme va coûter entre 10 et 20 milliards de dollars dans les 6 prochaines années, alors que le budget annuel de l'État afghan, sous perfusion internationale, est de 1 milliard de dollars. Troisièmement, une modification des routes de ravitaillement délaissant la passe de Khyber. L'Afghanistan recevra son support logistique par l'Asie centrale et par le Baloutchistan iranien, par une route construite actuellement par l'Inde. Ensuite, on voit sur la carte les zones tribales au Pakistan. Celles-ci ont toujours bénéficié d'un large statut d'autonomie, et c'est dans ces zones que les principaux dirigeants talibans et d'Al-Qaïda sont parvenus à reconstituer leurs forces. Eh bien, on prendra désormais en compte une seule zone tactique et stratégique, l'AFPAC, Afghanistan-Pakistan. On la prendra en compte d'abord militairement, en concentrant les efforts sur la ceinture Pashtun et en augmentant l'aide financière au Pakistan, tout en attaquant les bases arrières ravitaillées depuis le même Pakistan. Les États-Unis utilisent pour ce faire des drones de type Predator et Reaper pour des opérations de reconnaissance et de bombardement de cibles sensibles. Le commandement américain pourrait étendre le périmètre d'action de ces drones de la CIA au sud, dans la province pakistanaise du Baloutchistan. Ensuite, la prise en compte d'une zone élargie se fait aussi diplomatiquement, avec la nomination d'un envoyé spécial pour la zone AFPAC, Richard Holbrooke, qui avait déjà travaillé sur la Bosnie. Il y a aussi la création d'un groupe de contact avec les alliés de la coalition et les principales puissances régionales concernées par le sort de l'Afghanistan. Alors une telle stratégie, un tel montage sont complexes et requièrent une vision large et sur la longue durée. Mais un tel montage peut buter d'abord sur les Afghans eux-mêmes. Rien ne dit que ce peuple de paysans se laissera séduire par les Américains, les Canadiens ou les Européens, plus qu'il n'a accepté la présence des Britanniques au XIXe siècle ou celle des Soviétiques au XXe. Ensuite, l'équation pakistanaise est extraordinairement instable. Elle ne peut être résolue sans traiter la question du Cachemire, c'est-à-dire les relations indo-pakistanaises. Et enfin, le coût de cette guerre sera élevé, en hommes et en budget. Mais la non-stabilisation de l'Afghanistan serait d'un coût plus élevé encore,
à l'échelle régionale, voire à nouveau à l'échelle internationale. La guerre en Afghanistan va peut-être durer plus que 30 ans. Vous pouvez lire le récit de la longue marche à pied en Afghanistan d'un jeune diplomate britannique, Rory Stewart. C'est édité aux éditions Albin Michel. Frédéric Ancel vient de sortir un livre qui s'appelle Horizon géopolitique aux éditions du Seuil. Et puis je voulais vous dire que cet été, jusqu'à la fin du mois d'août, vous retrouverez le dessous des cartes tous les samedis à 22h30 en France et toujours à 20h en Allemagne.